Une gestion du risque inégale, autrement dit, dans quelle mesure les pays développés et les pays en développement n'ont pas les mêmes capacités à répondre et à prévenir la catastrophe. Déjà, avant la catastrophe, il faut prévoir et prévenir. Et en effet, de nombreuses actions peuvent permettre de limiter les risques si elles sont prises avant la catastrophe. La prévision, c'est déjà le premier point. Donc, en fait, quel que soit le risque, il est nécessaire d'anticiper son avènement en étudiant l'aléa de près et en le surveillant. De multiples moyens de prévision peuvent être mis en place en fonction du risque, des sismographes, pour observer le risque sismique, les tsunamis, des prévisions météorologiques, avec l'observatoire des crues, l'analyse des vents, la formation des ouragans, les risques d'avalanche, etc. Tout ça est très important. Et puis encore, la question de l'analyse de la radioactivité, par exemple. Deuxième point, il faut protéger les populations et les biens. Alors ces mesures de protection peuvent être multiples, on peut construire des bâtiments avec des normes antisismiques, construire des digues anti-inondation, mettre en place des systèmes par-avalanche, faire des abris souterrains, ou encore distribuer des pastilles d'iode gratuites dans le périmètre à proximité des installations nucléaires, comme ça se fait en France par exemple. Une fois ces risques anticipés, l'État applique le principe de précaution. Ce sont donc l'application de mesures de protection pour assurer justement la protection des populations et des biens. C'est ce qu'on appelle la prévention. En France, plusieurs documents existent pour anticiper et prévenir la catastrophe, notamment le PPR, le plan de prévention des risques, qui existe dans presque chaque commune, mais aussi le PPI, le plan particulier d'intervention, qui existe par exemple autour de toutes les centrales nucléaires. Ces politiques publiques existent aussi à d'autres échelles. On a par exemple au niveau européen la directive Seveso, qui classe les établissements industriels en particulier en fonction de leur dangerosité. On va évaluer les risques d'une explosion et d'une émission toxique pour toutes ces usines. On met en place aussi dans tous les pays des systèmes d'alerte pour prévenir le plus vite possible les populations, des sonneries, des messages à la radio, les breaking news à la télévision, et on développe même des applications dans le monde du XXIe siècle, comme Check Alert LA, qui prévient toutes les populations de Los Angeles en cas de séisme. Enfin, l'action la plus importante en matière de prévention, c'est encore l'éducation et l'information aux populations. Les sociétés doivent avoir conscience du risque pour être plus résilientes, c'est-à-dire plus capables de résister à la catastrophe. Par exemple, à Istanbul ou encore à San Francisco, on attend le Big One, le séisme qui va tout détruire, et puis on distribue des plaquettes d'information, comme c'est le cas en Guadeloupe, au Japon, on installe des panneaux d'information aussi, comme on voit à Chypre, et on éduque les élèves au Japon, en France, vous avez tous déjà subi ces exercices d'évacuation incendie, ou les plans particuliers de mise en sécurité. Néanmoins, la prévention des risques est très variable. En effet, la mise en place de systèmes de surveillance et de protection est très coûteux et logique. Seuls les pays développés peuvent utiliser tous les outils à leur disposition pour protéger leur société. Ainsi, un simple centre d'alerte au tsunami construit en France, pour surveiller la Méditerranée, a coûté 14 millions d'euros, et le renforcement des digues coûte aussi plusieurs dizaines de millions d'euros, ce que ne peuvent pas faire du coup les pays du Sud et les PMA en particulier. De même, dans ces pays, les normes et l'éducation sont moins présents, ce qui explique souvent des bilans humains très lourds. Avec une croissance urbaine non maîtrisée, un analphabétisme important, des bâtiments vétustes, et pas aux normes, c'est le cas des cases à Haïti, et des infrastructures de transport et de réseaux d'eau défaillantes, quand la catastrophe éclate, elle est souvent dramatique. Les sociétés sont donc très inégales dans la prévention et la protection. Maintenant qu'on a vu tout ce qui se passait avant la catastrophe, on va s'intéresser à tout ce qui se passe après la catastrophe. En effet, la résilience des sociétés après une catastrophe est aussi très inégale et dépend largement du niveau de développement. L'intervention rapide et efficace des secours dépend de plusieurs facteurs. La qualité des infrastructures de transport, les plans d'intervention qui ont été décidés en amont ou pas. En France par exemple, on a le plan Orsec, organisation des secours par le préfet. Ça dépend aussi du nombre et de la formation des secours, voilà, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en compte pour savoir si oui ou non des secours vont être efficaces. Le rôle des assureurs est aussi capital pour assurer la reconstruction et apporter les premiers moyens de subsistance aux sinistrés. Ainsi, aux États-Unis, les assureurs ont dû débourser entre 50 et 60 milliards de dollars après l'ouragan Katrina de 2005. De même, les pays du Nord sont souvent bien protégés, avec un cadre réglementaire et juridique qui les protège. BP a dû débourser près de 65 milliards de dollars aux victimes de l'explosion de Deepwater Horizon, la plateforme pétrolière dans le golfe du Mexique, qui a explosé donc en 2010. C'est le cas donc pour les pays du Nord qui sont bien protégés. Dans les pays du Sud, les assureurs sont beaucoup moins présents, et la loi est beaucoup plus laxiste également, ce qui pose problème. Et donc dans les PMA, qui sont mal couverts en assurance et où les services de secours ne sont pas aussi développés que dans les pays du Nord, ce sont souvent les ONG qui prennent le relais, les organisations non gouvernementales. Et ce sont donc eux qui vont devenir les acteurs centraux de la gestion du risque et de la reconstruction.
On pense par exemple à Médecins sans frontières, aux pompiers du monde entier aussi qui ont pu intervenir à Haïti en 2010. Les sociétés sont...